On dit qu'en Ouganda, il est possible de voir toute une palette des paysages africains. L'Ouganda est un pays de plateaux couverts de savanes, entrecoupés de lacs et de marais couverts de papyrus. Traversé par le grand fleuve africain, le Nil, ce pays situé sur l'équateur est aussi celui des lacs volcaniques étincelants et des forêts primaires quasi impénétrables. C'est pour ces raisons que ce pays impressionna déjà en son temps Winston Churchill, qui le baptisa la perle de l'Afrique. Depuis les sources du Nil jusqu'au massif montagneux qui borde la frontière rwandaise, je vais tenter de m'approcher de ces animaux sauvages, comme le bec en sabot, un oiseau étrange à l'allure préhistorique qui vit dans des zones marécageuses infestées de crocodiles, ou encore la girafe de Rothschild. C'est la plus rare et la plus menacée de son espèce. Et au bout de ce périple, j'irai à la rencontre des tout derniers gorilles des montagnes. Cette quête va m'entraîner au cœur de 3 grands sanctuaires sauvages. Murchison Falls au nord, puis la région de Queen Elizabeth, et enfin la forêt impénétrable de Bwindi à l'ouest, le royaume des géants aux dos argentés. Je m'appelle Olivier Wallet. Ces 15 dernières années, en Namibie, j'ai vécu avec des guépards et côtoyé les plus grands félins d'Afrique. J'ai décidé de partir à la recherche des animaux sauvages vivant encore en totale liberté. Mais pour rejoindre leur dernier paradis, il faut désormais s'aventurer dans les régions les plus reculées de la planète, loin des hommes. Sur cette terre constellée de lacs et de volcans se trouve l'une des 2 sources du plus long fleuve du monde, le Nil. Majestueux et immuable, le Nil paraisse mollement à sa sortie de l'immensité bleue du lac Victoria à 400 km d'ici, avant de s'engouffrer dans ses précipices pour former chutes et rapides parmi les plus spectaculaires au monde. Je me trouve sur les chutes du Murchison, où les eaux tumultueuses du Nil blanc viennent se fracasser avant de poursuivre leur route et rencontrer le Nil bleu à 2200 km d'ici. C'est environ 300 mètres cubes d'eau qui s'engouffrent chaque seconde dans ce goulet d'étranglement naturel qui fait moins de 10 mètres de large. Des tonnes d'eau sous pression sont projetées 43 mètres en contrebas. Et en 50 secondes, c'est l'équivalent de la consommation d'eau d'une famille française sur toute une vie qui s'engouffre dans cette faille. Les chutes de Murchison sont le point de départ de mon exploration de cette région sauvage, car c'est le long de cette rivière que vit le bec en sabot, les crocodiles géants du Nil et la dernière population de girafes de Rothschild. Ah, le courant m'emmène dans tous les sens. J'ai surtout pas intérêt à tomber à l'eau. Ici, le Nil est truffé de crocodiles géants. Les crocodiles sont méfiants, mais ils sont aussi imprévisibles. Celui-ci mesurait au moins 4 mètres. Il était gigantesque.
Waouh! C'est le plus gros crocodile que j'ai jamais vu. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le crocodile est une espèce en voie d'extinction. La destruction des sites de nidification et la chasse intensive ont bien failli avoir leur peau. Mais les crocodiles sont aujourd'hui protégés, aux grandes dames des pêcheurs et des villageois locaux victimes d'attaques parfois mortelles. En quittant les chutes, le courant diminue, la navigation est plus facile. Mais je dois pas baisser ma garde. Les hippos ici sont très colériques et n'hésiteraient pas une seule seconde à s'attaquer à ce genre d'embarcation. Ces mastodontes, capables de rester en apnée plus de 5 minutes, sont imprévisibles. Ils peuvent surgir n'importe où sans crier gare. Même les crocodiles évitent de se frotter à ces poids lourds pouvant atteindre 3 tonnes. Pour les villageois installés sur les rives sauvages du Nil, côtoyer les grands prédateurs est une épreuve perpétuelle. Jackson, aujourd'hui je me suis baladé en barque sur le Nil et j'ai aperçu des crocodiles énormes. Ce n'est pas un peu dangereux d'aller pêcher aussi près de ces monstres? Si tu vois un crocodile, tu dois absolument l'éviter, parce qu'il pourrait t'attraper, même sur ton bateau. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà eu des problèmes avec les crocos? Oui, moi une fois, j'ai eu un problème. J'allais chercher de l'eau quand un crocodile m'a sauté dessus. Je portais mon jerrycan et il m'a attrapé la main. Des pêcheurs n'étaient pas loin, ils m'ont sauvé. Tu veux dire que le croco t'a attrapé et tordu la main comme ça? Ah bah dis donc, elle a vraiment pas eu de chance. Et tu retournes près de la rivière? Non, je n'y vais plus. Wow. Et moi, ils m'ont attrapé la jambe. Et il était gros? Oui, il était haut comme ça, bien assez grand pour me tirer dans l'eau. Et vous retournez encore à la rivière? Non, maintenant j'ai très peur d'aller chercher de l'eau. Je suis à la recherche d'un oiseau bizarre, le bec en sabot. Vous savez où je peux en voir? Oh là là, c'est très difficile de l'approcher, tu sais. Dès qu'il te voit, il s'enfuit tout de suite. Il vit sur les petites îles là-bas, dans les marais. Ce matin, je pars à la recherche du bec en sabot. Cet incroyable oiseau, très rare et timide, vit caché dans le secret des marécages, au pied des papyrus géants. Il ne reste plus que 5000 individus dans le monde. Le bec en sabot est un oiseau solitaire qui vit sur un territoire d'environ 3 km². De nombreux mythes et légendes entourent cet échassier qui présente des similitudes à la fois avec les pélicans, les marabouts et les cigognes. Mais le bec en sabot est unique. C'est une espèce monotypique. Il est le seul membre de sa famille. J'ai été trop confiant, je suis allé trop vite et il s'est envolé.
J'ai pu le voir se poser, très loin. Oh, je pensais pas que ce serait si profond. Pour les crocodiles, ça devrait pas être un problème. La plupart du temps, ils restent sous la végétation. Mais j'ai pas intérêt à la traverser, ça c'est sûr. Oh, là ça commence à être vraiment profond. Faut que je sorte de là. La destruction de son habitat naturel fait qu'il se cache dans les méandres de ces marécages et dans les papyrus, ce qui rend sa rencontre extrêmement difficile. Au moment où j'étais prêt à détester cet endroit, et à déclarer cette quête complètement impossible. Il est juste là. En tout cas, en voilà un qui porte bien son nom. Le bec en sabot est affublé d'un bec aussi gros, voire plus gros que sa tête. Au même titre que la cigogne et le héron, le bec en sabot est un grand échassier, aux longues pattes sombres. Son envergure peut atteindre environ 2,30 m et il peut peser de 4 à 7 kg. La forme du bec apparaît très adaptée à la pêche en eau trouble, peu profonde et remplie de matière végétale. Au lieu de harponner à la manière de héron, le bec en sabot écope à l'horizontale. Il arrache ainsi du marais une véritable pelletée de matériaux, avec à l'intérieur la proie qui frétille. C'est la saison des amours. Chez cet oiseau inféodé aux zones humides ou inondables, le dimorphisme sexuel est très peu marqué. Seule une subtile différence de taille et de grosseur de bec permet de distinguer les deux sexes. Au début de la saison sèche, durant la période de nidification, le couple, très territorial, défend son nid contre les concurrents. Mais ces derniers sont de plus en plus rares. Le drainage des zones humides pour l'agriculture et l'élevage détruit l'habitat de cette espèce qui a traversé le temps. On estime la population totale de bec en sabot en Ouganda à 150 individus. Je dois vous avouer que je n'étais pas sûr de rencontrer cet oiseau étrange, qui est devenu l'un des plus rares d'Afrique. Mission accomplie. Je peux maintenant poursuivre ma quête. Avant de rejoindre les montagnes où vivent les derniers grands gorilles à dos argenté, j'ai décidé de partir à la rencontre d'autres géants, ou plutôt d'autres géantes qui vivent encore dans ces savanes.
La zone protégée de Murchison est le seul endroit d'Ouganda où on peut avoir la chance de croiser la majorité de la faune des savanes africaines. La mise sous protection de la région a permis de reconstituer les populations animales à partir de 1990 et de sauver les dernières girafes de Rothschild ou girafes d'Ouganda. Cette espèce inscrite sur la liste rouge des animaux risque de disparaître dans les années à venir. Je pars à leur recherche et je crois que j'aurai moins de mal à les repérer que j'en ai eu pour traquer le bec en sabot. Ce singe qui vagabonde l'air de rien dans la savane est le singe le plus rapide du monde. Le patas peut atteindre une vitesse de 55 km/h. Il est taillé pour la course. Celui que j'arrive à apercevoir est certainement le mâle alpha, le mâle dominant du clan. Il reste en arrière, un peu comme la sentinelle, pour pouvoir prévenir le reste du groupe en cas d'alerte. Ce groupe de vautours est sur une carcasse. C'est le signe évident de la présence de prédateurs. Il faut que j'aille voir qui est l'auteur de cette chasse. J'ai pas pu faire autrement que de déranger les vautours, mais dès que je serai parti, ils vont revenir très très vite. Je vais juste essayer de repérer quel prédateur a tué ce joli bubal. C'est un gros mâle. Là, on dirait une trace de croc ou de griffe ici sur le nez. Donc c'est comme ça en général que lion, léopard ou guépard s'attaquerait à une proie. Il essaierait de l'étouffer d'abord. Là, on voit bien qu'ils ont mangé toutes les parties intéressantes, les intestins, le foie, toutes les parties où il y a de la viande. Ils ont laissé un petit peu du cou et la tête. Un grand classique. Je pense que c'est un lion vu la taille de la proie. Ici, en brousse, les animaux utilisent très souvent le même chemin. Et en voilà un qui est tracé depuis très longtemps. Il est assez profond. Si j'ai de la chance, je peux peut-être trouver une trace assez fraîche. Mais c'est ce que je pensais. Cette trace est assez large. C'est certainement un lion. Ça voudrait dire que cette chasse s'est produite pendant la nuit. Je suis plutôt rassuré, car les lions sont probablement déjà loin maintenant. Quoi qu'il en soit, c'est pas ce qui va m'aider à trouver les girafes. Alors je poursuis. Les girafes sont probablement l'un des animaux les plus difficiles à approcher à pied. Elles sont tellement haut perchées que je me fais tout le temps repérer. La technique est d'y aller petit à petit, de buisson en buisson. Ah, j'ai été repéré déjà par la petite droite là-bas. Quoi que j'essaye de faire,
Elles arrivent toujours à me repérer. C'est vraiment très compliqué. Mais ça m'amuse beaucoup. Je suis face à l'une des dernières descendantes des girafes de Rothschild, le plus grand animal terrestre encore vivant. Les mâles culminent à 6 mètres de haut pour les plus grands et dépassent de plus de 50 cm les autres espèces de girafes. Et ce que je trouve le plus fascinant chez cette créature, c'est son incroyable métabolisme. Elle possède un cœur qui peut peser jusqu'à 11 kg à l'âge adulte. Ce puissant muscle lui permet de propulser son sang jusqu'à son cerveau, qui peut se trouver à quelques 4 mètres plus haut, perché sur son long cou doté du même nombre de vertèbres que nous les hommes. Les girafes vivent en troupeaux très lâches. Des individus y entrent et y sortent constamment, sans créer de conflit. Les girafes n'ont pas de territoire défini, mais elles n'effectuent pas pour autant de longues migrations. Elles se complaisent dans l'environnement dans lequel elles naissent. À cause de la destruction de leur habitat, les girafes de Rothschild sont encore moins nombreuses que les gorilles des montagnes, que j'espère approcher dans quelques jours. Dans le monde, il ne reste environ que 700 girafes de Rothschild. La moitié d'entre elles vit encore ici à l'état sauvage. Les autres individus ont été réintroduits dans des zoos et dans quelques réserves kenyanes. J'ai du mal à imaginer que cette espèce, inscrite sur la liste rouge des animaux menacés, risque de disparaître à cause du braconnage. La région de Murchison Falls est l'un des derniers endroits d'Ouganda où les animaux peuvent encore vivre libres. Je quitte le refuge du bec en sabot et des girafes de Rothschild pour poursuivre ma quête. Avant d'atteindre la frontière du Rwanda et la forêt impénétrable où vivent les gorilles des montagnes, je vais rejoindre le corridor vert qui s'étend à 400 km d'ici. Prochaine étape, la région des lacs de cratères et le parc de Queen Elizabeth qui accueille la plus grande population d'hippopotames au monde. Les lacs de cratères qui se succèdent le long de la frontière avec la République démocratique du Congo révèlent une autre facette de la perle de l'Afrique. Situés à une altitude variant de 900 à 1400 mètres, ces biotopes offrent un climat tropical tempéré aux colonies de flamants roses. Voilà l'un des célèbres lacs de cratères qui jalonnent les régions de Kibale et Queen Elizabeth.
Ils sont plus petits et plus nombreux que les grands lacs africains qui ont investi l'immense faille géologique de la vallée du Rift. Ces lacs de petites envergures, formés dans des cratères, sont le témoignage d'une intense activité volcanique qu'a connue la région il y a seulement 8 et 10 000 ans. Ici, on l'appelle Nyamunuka, le lac qui sent mauvais. Les gens disent que cet endroit sent l'œuf pourri. Mais d'ici, je ne sens rien du tout. Les buffles apprécient particulièrement les bourbiers, mais les places y sont chères. Le bain de boue est un luxe rafraîchissant et désinsectisant réservé à une élite de mâles. Les éléphants apprécient, eux aussi, les vertus de ces spas naturels. Profondes de plus de 100 mètres, les gorges de Kiambura sont l'une des portes d'entrée de la région de Queen Elizabeth. Un paradis secret où se cache une multitude d'animaux. J'ai vraiment hâte d'aller découvrir cet endroit. Ces cercopithèques à queue rouge sont très timides. Ils sont toujours en mouvement, très rapides, agiles comme des acrobates. Ces petits primates se déplacent en groupe, tôt le matin ou en fin d'après-midi, pour collecter des feuilles et des fruits ou capturer des insectes. Quel endroit totalement inattendu. Je suis encore assez loin du canal de Kazinga, et pourtant c'est au milieu de cette petite forêt que je me trouve nez à nez avec mon premier groupe d'hippopotames. C'est quand même très étonnant de les voir dans ce décor. Les papillons raffolent aussi de ces espaces humides et paisibles. Les mâles viennent y prélever les sels minéraux indispensables à la production de phéromones. Sans cet apport extérieur, ils ne pourraient pas développer ces effluves capables d'attirer l'âme sœur, ni se reproduire. Pour sortir de la gorge, le plus pratique, c'est d'emprunter les sentiers tracés par les hippopotames. Mais vu l'état du chemin, c'est certainement pas très facile pour eux. Je viens d'atteindre la région de Queen Elizabeth.
Cette réserve a failli disparaître à cause des guerres et du braconnage. On n'y trouve plus de girafes, de zèbres ni de gnous. Leurs populations ont été éradiquées. Malgré tout, la région reste très riche en diversité animale. Derrière moi, c'est plus de 15 espèces différentes qui cohabitent en paix. Le canal de Kazinga fait 32 km de long et n'attire pas uniquement les hippopotames. Les éléphants, les buffles, les pélicans vivent sur ces rives où les crocodiles sont en embuscade. Les efforts de protection ont été payants et Queen Elizabeth a finalement été classée par l'UNESCO. Les martins pêcheurs Pi ne tolèrent aucun intrus sur leur site de nidification. Ils squattent les talus et les berges, là où la nourriture est à portée de bec. Les becs en ciseaux volent en escadrille avant de plonger leurs mandibules inférieures dans l'eau pour se nourrir. Ils ont quasiment disparu de la surface de la Terre. Ils sont aussi proches de l'extinction que le sont le bec en sabot et la girafe de Rothschild. Ces restes, figés dans l'argile, sont ceux d'un hippopotame. Ici aussi, le réchauffement climatique fait des victimes. L'allongement des périodes de sécheresse soumet les hippopotames à un nouveau péril mortel, l'empoisonnement à l'anthrax. En sommeil dans le sous-sol, les spores de cette bactérie remontent à la surface lorsque les plantes sont contraintes de puiser l'eau plus profondément dans le sol. Elles contaminent alors les racines et chaque brin d'herbe. C'est plus de 1600 hippopotames qui vivent ici. Ils s'agglutinent par groupes de 10 à 20 individus le long des berges où ils peuvent facilement retrouver pied. Car si ces mastodontes sont amphibies, ils ne flottent pas et doivent remonter à la surface toutes les 3 à 5 minutes pour respirer. Là, je suis un peu trop près de ce groupe. Je serai plus en sécurité sur ce monticule. Les hippopotames sont les 3e plus gros mammifères terrestres après l'éléphant et le rhinocéros. Ce sont des animaux massifs, avec un corps en forme de tonneau, pouvant peser plus d'1,5 tonne.
Il possède une large bouche pouvant s'ouvrir jusqu'à 180 degrés, avec des canines pouvant mesurer plus de 60 cm. Cet endroit a été façonné par leur va-et-vient incessant, entrant et sortant de l'eau. Car si les hippopotames passent leur journée dans le canal, dès que les morsures du soleil ne seront plus une menace pour leur épiderme, ils s'empresseront de quitter cet univers aquatique pour aller brouter dans la savane. Je quitte le paisible canal de Kazinga, direction le sud-ouest pour rejoindre les zones montagneuses de Kigezi, où se trouve l'un des derniers royaumes des géants au dos argenté. La forêt impénétrable de Bwindi est une survivante. Cette oasis héberge près de la moitié de la population mondiale de gorilles de montagne. C'est tout ce qui reste de la vaste couverture forestière qui s'étendait jadis sur une grande partie de l'Ouganda occidental, du Rwanda, du Burundi et de l'Est de la République démocratique du Congo. L'humidité permanente et les pluies incessantes favorisent la folle croissance de la végétation. Bambous, plantes, fougères et lianes en tout genre foisonnent sur tout le versant du volcan. Il me reste encore plusieurs heures de marche avant d'atteindre le territoire des gorilles. Cet animal est un véritable chef-d'œuvre d'adaptation. C'est un caméléon de Jackson. On ne les trouve que dans les forêts d'altitude du centre de l'Afrique, car ils supportent mal les températures élevées pendant la nuit. Seuls les mâles portent ces étranges cornes sur leur tête, qui leur servent à se battre entre eux lors de conflits territoriaux. Sa langue est couverte de salive gluante. Elle peut mesurer jusqu'à 1,5 fois sa taille et se dérouler en 1/16e de seconde. Mais c'est incroyable. C'est maintenant la 6e mouche qui vient d'attraper. Bwindi est cerné par l'une des plus fortes densités de population rurale d'Afrique tropicale. Cette muraille de chlorophylle constitue un ultime rempart face à la pression humaine. J'espérais rencontrer des géants dans cette forêt, mais de ce genre-là, j'imaginais pas. C'est le plus gros ver de terre que j'ai jamais vu de ma vie. Imaginez la taille du poisson que je pourrais attraper avec ce ver de terre.
incroyable. Lorsque l'on piste un animal sauvage, trouver un signe de sa présence est plutôt encourageant et peut indiquer la distance entre le traqueur et l'animal traqué. En l'occurrence, lorsqu'il est question des gorilles de montagne, trouver leurs excréments et un nid comme celui-là est plutôt une très bonne nouvelle. Enfin. Mieux vaut ne pas s'attarder près de cette colonie de fourmis légionnaires. Car rien n'arrête ces prédatrices, à la morsure redoutable. La colonie peut avancer de 200 mètres par jour. Au centre, les petites ouvrières transportent les larves. Sur les flancs, les soldats montent la garde. Ils sont 2 fois plus gros et dotés de mandibules impressionnantes. Des heures de marche intense dans cette forêt impénétrable. Le moment du face-à-face tant attendu est arrivé. Je suis juste à quelques mètres d'un mâle subordonné. Un mâle au dos noir qui n'est pas encore tout à fait âgé pour avoir le dos argenté, mais déjà extrêmement impressionnant. Facile à reconnaître grâce à sa stature très imposante et son dos argenté. Chaque famille est guidée par un mâle à dos argenté dont le rôle est de protéger cette famille de possibles dangers. Dans cette rencontre, mon comportement et mon langage corporel en est la clé. Il est très important pour moi de ne pas croiser le regard du mâle dominant. Il le prendrait comme une intimidation. Et il est hors de question de dévier un animal aussi puissant. Franchement, ils sont très impressionnants. Je vois la taille de son cou et de ses épaules. J'ai plutôt intérêt à être accepté. Je n'ai toujours pas pu savoir combien ils sont dans cette famille, car ils sont un peu dispersés, et dans cette forêt, on ne peut pas voir à plusieurs mètres. Les gorilles passent la plupart de leur journée à chercher de la nourriture. Et lorsqu'ils ont le ventre plein,
Ils vont se reposer un petit moment avant de repartir. Les gorilles sont végétariens. Ils se nourrissent de racines, de plantes, de pousses de bambou, d'écorces d'arbres. Et ils sont suivis par ces mouches qu'on appelle les mouches à gorilles, qui peut être un moyen de les repérer. Lorsqu'on voit ces mouches, on sait que les gorilles sont pas loin. Derrière le mâle, je peux juste apercevoir la maman et son petit. Il ne doit pas être plus âgé que 2 ou 3 mois. C'est vraiment un moment attendrissant. En fait, j'aimerais tellement qu'ils s'approchent. Ça bouge juste derrière moi. Je crois que la situation a changé. Je suis devenu l'objet de curiosité. Pour une fois, c'est eux les observateurs et moi le sujet observé. Je ne pouvais pas espérer un plus grand moment que celui-là. J'ai une envie irrésistible de regarder profondément dans ses yeux. Mais je sais que ce serait pas très bien interprété. Plutôt comme un signe d'intimidation. Et je n'ai pas du tout envie de le mettre en colère. On vient juste de devenir amis. Un moment comme celui-ci me prouve une fois de plus qu'il est possible de vivre en harmonie avec la nature. Il suffit juste de le vouloir. Waouh, vous avez vu ces canines? Les gorilles sont doux, paisibles. Malgré les mouches et les moustiques, je pourrais rester ici des heures. Mais je crois qu'ils sont partis pour une bonne sieste. Alors je vais m'éloigner. Vraiment, j'espérais pouvoir rencontrer ces gorilles des montagnes. Mais jamais j'aurais espéré être aussi près et accepté de cette manière au sein de leur famille. Pendant très longtemps, les gens pensaient que les gorilles étaient des monstres vicieux et très agressifs. Mais en réalité, ils sont pacifiques et très sociables.
Mon espoir pour les gorilles est grand, même si je sais que leur futur est compromis. On estime qu'il y a plus de gorilles tués chaque année pour la nourriture en Afrique centrale et de l'Ouest que le nombre total de gorilles protégés dans les parcs et les réserves. N'oublions pas que la nature et ses animaux sont un cadeau pour nous tous. Quiconque ayant déjà regardé dans les yeux d'un gorille ne peut rester insensible ou ignorer qu'un primate vit encore en chacun de nous. C'est le moment pour moi de les quitter, de la même façon que je suis arrivé, en paix.